Donne-moi à manger et je guérirai ton fils. Le milliardaire éclata de rire. Il pensait que c'était une blague. Il pensait qu'elle voulait juste l'attendrir. Il ne savait pas encore. Što nevozможно je уже началось. Avant de continuer, écris en commentaire. De quelle ville tu me regardes? Dans le restaurant le plus luxueux de la ville, là où on ne réserve que des semaines à l'avance, un homme d'affaires puissant dînait avec son fils. Fouad Al-Mansouri, milliardaire respecté, propriétaire d'hôtels, de centres commerciaux et de compagnies partout dans le monde, était assis en face de son plus grand trésor, son garçon de 8 ans, Adam. Mais Adam ne souriait pas. Adam ne riait plus. Adam ne marchait plus. Ses petites mains reposaient, inertes, sur les accoudoirs du fauteuil roulant. Les lustres en cristal jetèrent des reflets dorés sur la nappe blanche. Les serveurs en gants immaculés glissaient silencieusement. Les plats coûtaient plus cher qu'un salaire mensuel. Mais tout cela semblait froid, inutile. 3 mois plus tôt, un accident de voiture avait brisé leur vie. Les meilleurs médecins du monde avaient examiné Adam. Les cliniques les plus chères avaient proposé leur programme. Le verdict pourtant restait le même. Lésion de la moelle épinière. Votre fils ne remarchera jamais. Fuad pouvait acheter des îles, des jets privés, des tableaux de maître. Mais il ne pouvait pas acheter ce qu'il voulait le plus, la guérison de son enfant. Adam regardait son assiette sans fin. Il poussait distraitement un morceau de truffe avec sa fourchette, comme si c'était un caillou. Dans ses yeux, il n'y avait plus ni enfance, ni jeu, ni rêve. Juste un vide lourd, collant. Le dessert arriva, un tiramisu orné de feuilles d'or. Le chef étoilé l'avait préparé lui-même. Et c'est précisément à ce moment-là que les portes de la salle privée s'ouvrirent brutalement. Samenong, une petite silhouette entra, comme une tache de misère dans ce tableau parfait. Une fillette de 6 ans à peine, manteau déchiré, visage sale, pieds nus sur le marbre glacé. Ses grands yeux cherchèrent juste un peu de chaleur. « Sortez-la d'ici immédiatement !» explosa le gérant, livide. Les gardes s'élancèrent. Les clients se retournèrent avec indignation. Certains sortirent déjà leur téléphone pour filmer le scandale. Mais la petite ne courut pas. Elle ne supplia pas. Elle ne pleura pas. Elle s'arrêta et fixa Adam. Ce regard n'était pas celui d'une mendiante. C'était le regard de quelqu'un qui voit à travers les façades. « Qu'est-ce que cette vagabonde fait dans mon restaurant ?» gronda Fouad en se levant. « C'est un lieu pour l'élite, pas un refuge pour enfants des rues. » Le directeur attrapa la fillette par le poignet. « Pardon, monsieur Al-Mansouri, ce n'est qu'un malentendu. On va l'évacuer tout de suite. » Et là, pour la première fois depuis 2 semaines, une voix enfantine s'éleva. « Laissez-la !» C'était Adam. Tous se figèrent. Fouad sentit son cœur faire un bond. 2 semaines que son fils ne lui avait presque pas adressé la parole. 2 semaines de silence, de oui-non mécanique, de regard vide. Et maintenant, il demandait lui-même qu'on laisse cette gamine. La fillette s'appelait Vera. Elle se dégagea doucement de la main du directeur et fit un pas vers leur table. Son ventre gargouilla si fort que les serveurs l'entendirent. Mais elle ne regardait pas le tiramisu. Elle regardait toujours Adam. « Tu es malade, dit-elle simplement. Je le vois, mais la maladie, elle n'est pas dans tes jambes. » Le silence tomba comme une chape de plomb. Fouad sentit la colère lui monter au visage. « Tu ne comprends rien, petite mendiante. Mon fils a eu un accident. Sa colonne est touchée. Il ne marchera plus. »
Vera secoua doucement la tête. Ses jambes peuvent apprendre à marcher, mais son cœur ne veut plus. Il croit que c'est sa faute. Et tant qu'il pensera ça, son corps restera assis. Adam blêmit. Cette phrase le transperça comme un couteau, parce que c'était vrai. Ce jour-là, c'est lui qui avait insisté pour que papa prenne cette route. C'est lui qui, en silence, se répétait chaque nuit: si je n'avais pas demandé, rien ne serait arrivé. Mais comment une petite fille des rues pouvait-elle savoir ça? Les clients chuchotaient, filmaient, se penchaient pour mieux voir. Fouad, lui, sentait le sol se dérober. Cette gamine venait de nommer à voix haute ce que ni les psychologues ni les médecins n'avaient réussi à faire émerger. Vera montra du doigt la grande baie vitrée. «Regarde ses yeux», dit-elle. «Il ne regarde pas ses jambes. Il regarde dehors.» Et en effet, le regard d'Adam glissait vers la place éclairée, où des enfants couraient, jouaient, tombaient, se relevaient. Il veut être là-bas avec eux, mais il a peur d'essayer. Fouad se pinça l'arête du nez. «Admettons», soupira-t-il, «même si tu as deviné ça, qu'est-ce que toi, une enfant sans chaussures, tu peux faire? Que des médecins à 10 000 $ la consultation n'ont pas réussi.» Alors Vera désigna calmement le tiramisu. «Donne-moi à manger, et je te montrerai comment aider ton fils.» Le milliardaire éclata d'un rire sec. «Quoi, tu es voyante? Guérisseuse? Tu crois qu'un dessert va acheter un miracle?» «Je ne fais pas de magie», répondit-elle. «Je vois ce que vous ne voyez plus. Je sais être amie, et parfois, l'amitié guérit mieux que les médicaments.» Elle tourna la tête vers Adam. Lui, personne ne lui parle comme à un vrai garçon. On lui parle comme à une chaise roulante. Moi, je peux lui parler autrement. Le regard d'Adam accrocha celui de Vera. Dans ses yeux à elle, il ne vit ni pitié, ni horreur, ni tristesse exagérée. Juste quelqu'un qui le voyait comme un enfant normal. «Même si je t'écoute», grogna Fouad, «tu veux quoi? De l'argent? Des vêtements? Non, je veux une chance.» Elle marqua une petite pause. «On fait un marché», proposa-t-elle. «Tu me laisses une semaine avec lui. Une seule semaine. Si au bout de 7 jours ton fils ne va pas mieux dans sa tête, je disparaîtrai. Tu ne me verras plus jamais.» «Et si ça marche?» demanda Fouad avec ironie. «Tu veux quoi, un sac de billets?» Vera haussa les épaules. «Je veux une famille. Si Adam va mieux, je veux rester avec vous.» Le gérant faillit s'étrangler. Les serveurs se regardèrent, abasourdis. Mais Adam sourit. Un sourire fragile, hésitant, mais bien réel. «Tu es folle», murmura Fouad. «On ne commande pas un enfant comme on commande un dessert.» «Pourquoi pas?» répliqua Vera, très sérieuse. «Moi, je n'ai ni papa ni maman. Adam n'a plus de maman. Toi, tu as une grande maison, mais ton cœur est vide. Peut-être qu'on s'assemble bien, non?» Cette logique d'enfant, simple et désarmante, le prit de court. Il pensa à son immense villa silencieuse, aux couloirs vides, aux pièces où personne ne riait plus. Depuis la mort de sa femme 2 ans plus tôt et l'accident d'Adam, sa maison ressemblait davantage à un mausolée qu'à un foyer. Il regarda son fils. Pour la première fois depuis des semaines, Adam ne fuyait pas le regard de quelqu'un. Il parlait, il écoutait, il vivait. Fouad inspira profondément. «Très bien», dit-il enfin. «Une semaine. Tu restes dans l'aile des invités, sous la surveillance de ma gouvernante. Pas de magie, pas de mensonge, pas de théâtre. Si je vois que tu le blesses, la semaine se termine le jour même. Compris?» «Compris», dit Vera. «Mais j'ai une condition à moi aussi.»
Fouad arqua un sourcil. Encore? Elle regarda Adam. On mange le tiramisu ensemble, lui et moi. Adam baissa les yeux vers le dessert. Depuis l'accident, tout avait goût de cendre. Mais là, il prit la petite cuillère, la tendit à Vera. Tu commences, dit-il doucement. Elle goûta. Ses yeux s'illuminèrent. C'est incroyable. Tu veux? Elle remplit une cuillère pour lui. Adam accepta. Et chose impensable, ils se mirent à partager le même dessert, à rire quand Vera se retrouva avec de la crème sur le nez. Fouad les regardait, bouleversé. Cette petite inconnue avait réussi en 10 minutes ce que aucune thérapie n'avait pu faire. Elle avait fait renaître l'enfant en son fils. Fouad prit son téléphone. « Prépare la voiture », dit-il à son chauffeur. « On rentre à la maison. »« À la maison ?» répéta Adam surpris. « Maintenant ?» Fouad posa la main sur son épaule. « Oui, mon fils, nous rentrons à la maison, tous les trois. » Et il jeta un dernier coup d'œil à Vera, qui léchait prudemment le reste de crème sur la cuillère, avec ce sérieux sacré des enfants qui n'ont pas l'habitude d'avoir assez à manger. Il venait de signer, sans le savoir, le contrat le plus important de sa vie. La voiture glissa dans la nuit comme une ombre noire. À l'arrière, Adam et Vera se tenaient la main, timidement, comme si le simple contact pouvait briser la magie fragile qui venait de naître entre eux. Le portail du manoir Al-Mansouri s'ouvrit. Pas dans un fracas royal, pas dans une mise en scène. Non, lentement, solennellement, comme si la demeure elle-même retenait son souffle. Dans le hall de marbre, Vera resta immobile. Elle n'avait jamais vu un plafond si haut, des lustres si grands, des tapis si doux qu'on avait l'impression de marcher sur des nuages. Elle serra plus fort la main d'Adam, par peur de se perdre dans tout ce vide doré. « Bienvenue chez toi. »« Enfin, pour une semaine, » dit Fouad. Elle hocha la tête, sans arrogance, sans surprise, comme si elle savait déjà que cet endroit allait devenir plus qu'un refuge. La gouvernante, Leila, arriva avec un regard dur, tranchant comme une lame. « Monsieur, cet enfant reste ici, et on lui prépare une chambre, » dit Fouad sans attendre d'objection. Elle pinça les lèvres, mais obéit. Vera suivit Adam vers l'aile des invités, ses petits pieds nus effleurant le marbre comme un animal sauvage entrant dans un temple. Le lendemain, avant l'aube, des rires, du mouvement, de la vie. Le manoir se réveilla au son de 2 enfants courant, ou plutôt roulant, d'une pièce à l'autre. Adam, qui refusait depuis des mois qu'on le sorte du lit avant 10 heures, était déjà dehors, un plaid sur les genoux, Vera poussant son fauteuil en riant. Il regardait le soleil se lever, main dans la main. Fouad, debout derrière la fenêtre, sentit quelque chose se briser en lui. Non, pas se briser, fondre. Son fils, semblait heureux. Il descendit. Il hésita avant d'approcher, comme un homme entrant dans un rêve qu'il craint de casser. « Vous êtes réveillé bientôt ?» Vera tourna la tête vers lui, cheveux emmêlés, yeux brillants. « On voulait voir le jour naître, » expliqua-t-elle simplement. Adam ajouta, « Je voulais entendre les oiseaux. Ça faisait longtemps que je n'écoutais plus rien. » Et Fouad comprit. Le silence de son fils n'était pas dû à la paralysie. C'était la conséquence de la douleur. Plus tard, Leila servit le petit déjeuner dans le jardin. Vera mangeait lentement, savourant chaque morceau comme un trésor. Elle essuyait la bouche avec la serviette, maladroitement, mais consciencieusement.
Elle voulait faire comme il faut. Entre deux bouchées, Adam demanda « Tu n'as pas peur de nous ?» Elle haussa les épaules. « Les riches sont comme les pauvres. Ils respirent, ils pleurent. Ils ont juste plus grand frigo. » Fouad étouffa un rire malgré lui. Leïla manqua de s'évanouir. Puis Vera continua, avec cette lucidité déconcertante qui transperçait plus fort que la sagesse des adultes. Les riches ont beaucoup, mais ils manquent souvent de ce que les pauvres donnent sans réfléchir. De chaleur, de temps, de cœur. Silence. Pas un silence gêné, un silence qui oblige à réfléchir. Puis Adam souffla « Tu veux jouer avec moi ?» Et là, sans hésiter, comme si elle était née pour cela, Vera répondit « Je veux surtout que tu vives avec moi. » Elle posa sa cuillère, se leva et fit rouler doucement son fauteuil vers le bassin extérieur. « Viens, l'eau porte, comme les rêves. On met juste les pieds. Rien de dangereux. Je suis là. » Adam hésita, respira, ferma les yeux, puis il avança les jambes. Un geste simple mais immense. Ses pieds touchèrent l'eau. Il frissonna. Pas de peur mais d'émotion. Fouad, témoin de la scène à quelques mètres, sentit ses yeux brûler. Ce n'était pas une guérison. C'était un premier pas vers elle. Et il savait désormais que, miracle ou pas, cette petite boule de poussière et de lumière était venue changer leur destin. Pas par magie, par amour brut. Une semaine passa. Une semaine d'apprentissage, de chute, de rire, de petits progrès qui semblaient minuscules au monde, mais gigantesques pour eux trois. Chaque matin, Adam se levait plus tôt, non pas parce qu'on l'y forçait, mais parce qu'il voulait vivre. Et chaque matin, Vera l'attendait déjà dans le jardin, cheveux encore humides après la douche, tenant 2 tasses de chocolat chaud. Une pour lui, une pour elle, comme un rituel. Puis la tempête arriva, gracieuse, parfumée et toxique. Un après-midi, alors que les enfants construisaient un château de coussins dans le salon, la grande porte d'entrée claqua. Talons aiguilles, parfum Chanel, un manteau en fourrure blanche, inadapté au climat chaud du pays, mais parfaitement adapté à l'ego qu'il représentait. Fatima, la sœur de Fouad, beautiful, élégante et tranchante comme un diamant. Elle s'avança dans le salon, lorgna le fauteuil roulant, les coussins, la fillette en robe trop grande, puis lâcha, sans filtre. « Fouad, explique-moi ce cirque. » Adam se raidit. Vera recula d'un pas, instinct de survie. Fouad arriva à son tour. « Fatima, tu aurais pu nous prévenir de ta visite. Et rater le spectacle. » Certainement pas. Elle fixa Vera de haut en bas. Donc c'est elle, l'orpheline ramassée comme un chat errant. Tu comptes en faire quoi, Fouad? Une mascotte humanitaire pour améliorer ton image? Adam répondit avant même que son père ouvre la bouche. Elle n'est pas une mascotte, c'est ma sœur. Silence. Fatima éclata d'un rire sec. Sœur? Vraiment? Regardez-la. Elle n'a rien de notre monde. Elle ne parle pas comme nous, ne marche pas comme nous, ne vit pas comme nous. Vera, la petite fille qui avait défié la vie entière, murmura seulement « Mais je peux apprendre ». Cette phrase, simple, déplaça quelque chose chez Fouad. Il prit la parole avec calme. Un calme dangereux, lourd, définitif. Fatima, dans cette maison, on ne mesure pas la valeur des gens par leur pédigré. On la mesure par leur cœur. Elle leva un sourcil. Très poétique. Mais la société juge autrement, tu le sais. On rigolera bien le jour où les services sociaux viendront te demander tes papiers. Fouad s'approcha d'elle. Ce jour-là, je saurais quoi répondre.
Il la raccompagna sans violence, mais sans douceur. La porte se referma. L'air du palais redevint respirable. Vera, tremblante, s'approcha de Fouad. « Je suis un problème pour vous, n'est-ce pas? Tu es une solution, Vera. Ma sœur, elle a oublié ce que signifie aimer. Mais toi tu nous le rappelles. » Adam roula jusqu'à elle et posa sa main sur la sienne. « Ce n'est pas elle qui décide si tu restes, c'est nous. » Vera le regarda longtemps, puis elle hocha la tête, essuya ses larmes, comme si pleurer était une perte de temps. Et le lendemain, tout éclata. Un courrier officiel arriva, scellé, tamponné, irréversible, département de la protection de l'enfance. Fouad ouvrit, ses mains tremblaient imperceptiblement. Notification de visite obligatoire, inspection du foyer, évaluation psychologique des mineurs, possibilité de retrait temporaire de Vera. Adam lut par-dessus son épaule et devint livide. « Ils vont la prendre !» Vera sentit son cœur tomber plus bas qu'il n'était jamais tombé, plus bas que sous la pluie, plus bas que sous les ponts, plus bas qu'après la mort de ses parents. Elle murmura « Je peux repartir pour ne pas vous causer d'ennui. » Fouad se tourna vers elle et s'agenouilla, comme il l'avait fait le premier soir. « Vera, écoute-moi bien. Tu n'es pas un fardeau, tu es de la lumière, et aucune administration ne me fera éteindre cette lumière. » Un silence lourd suivit. Pas de peur, pas de fuite. Un pacte invisible se forma entre eux trois. Adam prononça lentement, avec une détermination nouvelle. « S'ils veulent te prendre, ils devront me prendre aussi. » Fouad posa une main sur l'épaule de son fils, une sur la tête de Vera. « Alors nous nous battrons, ensemble, comme une famille, et le monde allait bientôt en être témoin. 3 semaines plus tard, hiver, vent sec, ciel blanc, le genre de froid qui fait trembler même les riches. Le palais de justice semblait immense, écrasant. Des colonnes de marbre, des bancs glaciales, des couloirs où résonnait chaque pas comme un coup de marteau. Vera marchait entre Fouad et Adam, petite silhouette dans un océan de costards, d'avocats, de flashs de journalistes. Ils n'étaient pas venus comme victimes, ils étaient venus comme famille. Dans la salle d'audience, tout le monde attendait le spectacle. D'un côté, Marina Volkova, la tante oubliée, sourire raide, tailleur trop neuf, une femme qui flairait l'argent mieux que l'amour. De l'autre, Fouad Al-Mansouri, milliardaire redouté en affaires, vulnérable aujourd'hui. À sa droite, Adam, à sa gauche, Vera. 2 enfants, un miracle vivant. Le juge regarda les dossiers, puis les visages. Sa voix coupa le silence comme un couteau. L'audience pour déterminer l'avenir légal de l'enfant Vera Volkova est ouverte. L'avocat de Marina se leva, précis, sec, entraîné. « Votre honneur, la fillette appartient à sa famille biologique. Elle doit grandir dans son pays, entourée de ses racines. Un milliardaire étranger, aussi généreux soit-il, ne peut remplacer le sang. » Vera sentit son ventre se tordre, puis ce fut au tour de la défense. L'avocat de Fouad parla d'éducation, de santé, de stabilité, mais les mots, pourtant justes, semblaient légers face au poids du mot sang. Alors le juge posa la question clé. « Vera, approche. Dis-nous, où veux-tu vivre ?» Le monde retint son souffle. La petite avança au centre de la salle. Ni enfant, ni adulte, juste une âme nue. Sa voix trembla au début, puis devint ferme. Son discours changea tout. « Quand mes parents sont morts, personne n'est venu, ni famille, ni amis, ni voisins.
J'ai appris tôt que sang ne veut pas dire amour. Les premiers rangs frémirent. J'ai eu faim, j'ai eu froid, j'ai dormi sous des porches, j'ai parlé toute seule pour ne pas disparaître. Personne n'a dit mon nom. Personne ne m'a tenu par la main. Elle se tourna vers Marina. Sauf maintenant, quand je vaux quelque chose. Un murmure parcourut la salle comme une vague. Puis elle regarda Fouad, et soudain son visage s'adoucit. Pas comme une enfant, mais comme quelqu'un qui a déjà tout perdu. Fouad m'a offert un lit, mais surtout un regard. Un regard qui disait « Je te vois ». Adam ne m'a pas donné un jouet. Il m'a donné sa confiance. Et moi, je lui ai donné la mienne. Elle montra leurs mains jointes. Ce n'est pas le sang qui fait une famille. C'est le fait de dire chaque jour « Je reste », même quand c'est difficile. Silence absolu. Même l'horloge sembla s'arrêter. Je ne choisis pas l'argent ni la richesse. Je choisis un endroit où mon nom existe. Je choisis eux. Et le juge rendit sa décision. Il ferma le dossier, regarda la fillette longtemps, puis parla, calmement, irrévocablement. Vu l'intérêt supérieur de l'enfant, la garde reste attribuée à Monsieur Al-Mansouri. La requête de Madame Volkova est rejetée. Un sanglot échappa à Adam. Fouad ferma les yeux. Un homme qui aurait pu acheter le monde, mais qui venait de gagner sa famille. Vera sourit. Petit sourire, fragile, mais plus fort qu'une victoire militaire. Puis elle chuchota. On rentre à la maison? Fouad la souleva dans ses bras. À la maison, à jamais. Les années passèrent comme des pages tournées par un vent doux. La maison Al-Mansouri ne fut plus jamais un mausolée. Elle devint un phare. Des rires y vivaient. Des pas d'enfants résonnaient dans les couloirs où régnait jadis le silence et la peur. On y venait chercher ce qu'aucune clinique privée, aucun médicament, aucun milliard ne pouvait garantir. La foi dans la vie. Adam marchait, lentement au début, puis librement. À 14 ans, il courait dans le jardin où autrefois il observait le monde derrière une vitre. Son fauteuil était rangé au sous-sol. Pas par déni, mais comme un souvenir de la route parcourue. Un souvenir qui disait « On a été brisé, mais on s'est recollé, plus fort qu'avant ». Vera était devenue son ombre lumineuse, sa sœur, sa confidente, son autre moitié non romantique, celle qui partage la vie, pas le sang. Elle parlait arabe couramment, écrivait en français avec grâce, lisait la nuit des atlas de médecine en cachette sous les draps. Elle voulait devenir pédiatre, pas pour la gloire, mais pour donner ce qu'on lui avait offert, une seconde naissance. Un projet grandit en eux comme un arbre. Fouad acheta un terrain à la lisière de la ville. Il y fit construire un centre immense, ni clinique, ni école. Un lieu hybride, invraisemblable, révolutionnaire. Le centre espoir. Des salles de kinésithérapie baignées de lumière. Des bibliothèques où les livres sentèrent la vanille et le papier neuf. Un bassin chauffé où les enfants apprenaient à flotter avant d'apprendre à marcher. Un théâtre où les muets jouaient avec des gestes plus éloquents que des mots. Chaque samedi, Adam et Vera y passaient la journée. Elles bandaient des genoux, ajustaient des béquilles, racontaient des histoires au chevet des plus timides. Adam, lui, apprenait aux autres à tomber, puis à se relever. Sa façon de dire « tu peux » valait plus qu'un diagnostic. Leur méthode n'avait rien de scientifique, mais tout d'humain. Pas de miracle, seulement l'amour. Et l'amour, parfois, guérissait. Puis un soir, tout recommença comme au premier jour. Le centre fermait. Le soleil tombait sur la mer, entraînant des couleurs oranges.
Vera écrivait des notes pour le programme du lendemain quand on frappa timidement à la porte. Une femme entra, vêtue simplement. Dans ses bras, un petit garçon maigre, trop pâle, trop silencieux. Elle murmura presque sans voix. On m'a dit qu'ici, même ceux que les médecins abandonnent, peuvent sourire encore. Adam s'approcha. Quel est son nom? Issa, répondit la mère. Il a cessé de marcher après la mort de son père. On dit que ce n'est pas physique. Sa voix se brisa. On dit que c'est son cœur. Il ne veut plus avancer. Vera sentit sa poitrine se serrer, comme un écho, un miroir, un souvenir. Elle posa doucement une main sur la joue de l'enfant et dit la même phrase qui avait tout commencé. Donne-lui juste un peu d'amour, et il apprendra à se lever. La mère pleurait. Issa ouvrit les yeux, accrocha du regard Adam, puis Vera. Tu veux essayer? Demanda Adam. Un silence, puis une tête qui hoche. Pas un miracle, juste un mouvement, infime mais réel, le début d'une nouvelle histoire. Et voici la morale, comme un souffle, comme une vérité simple. Il n'y a pas de magie, pas de don divin, pas de secret, seulement des mains tendues, des regards qui voient, des cœurs qui n'abandonnent pas. La petite mendiante n'a pas guéri les jambes d'un enfant, elle a guéri sa volonté de vivre. Et parfois, cela suffit pour faire marcher le monde. Et c'était histoire de dîmes, là où chaque douleur trouve une main pour se relever.